Merci et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Ce Congo Live. On est encore là pour parler de la République démocratique du Congo, la station de Goma, Bukavu. On va vous parler de la rencontre ratée entre le gouvernement congolais et le M23. Nous allons aussi vous parler de la rencontre Félix Tshisekedi Paul Kagame en Doha. Et il sera aussi question de parler maintenant de ce qu'attend la République démocratique du Congo après cette guerre. Comment réorganiser notre armée, la société congolaise, pour que ce genre de choses ne reviennent plus. Alors pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous ici M. Espoir Kanyuka, si je ne m'abuse pas. Mouinouka. Voilà, il est activiste. Il nous vient de Goma. Avec lui, nous allons discuter bien sûr de tous ces sujets-là. Bienvenue à vous. Merci, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Également, je continue quand même de remercier la population congolaise, surtout ceux qui se battent pour que la paix puisse revenir au Congo et que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Mais également, comme vous le savez, nous sommes en déplacement, comme nous sommes des déplacés internes, si on peut dire même ainsi. Mais nous remercions quand même ceux-là qui continuent de nous soutenir, puisque à parvenir à vivre ici, ce n'est pas facile. Mais quand même, il y a des compatriotes qui ne cessent de nous assister. De vivre à Kinshasa, Maïcha et Congo, vous savez. C'est tellement dire, mais on est obligé de tenir, puisque on a refusé de cohabiter avec l'ennemi, on a refusé d'être sous les jougs de l'ennemi. On s'est dit quitter nos conforts pour ne pas vivre avec l'ennemi. Oui, c'est pas facile, par le fait que l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire, voire même d'autres organisations, mais quand même, nous devons résister. C'est la résistance. Et il y a des personnes toujours de bonne foi, mais qui quand même doit assister. Ok. Et alors, la population a envie de savoir, on voit tellement des images. On a tué les jeunes, on a fait ceci à Goma. Quelle est la situation actuelle de la population de Goma? En fait, à Goma, comme vous le savez, la population est soumise sous les canons des armes. La population aujourd'hui est sous emprise. C'est comme toute une ville où on a enlevé toute la population. Donc la population de Goma aujourd'hui est sous emprise. Et comme vous le savez, ça ne peut pas passer même une seule nuit sans que vous ne puissiez entendre. Ils ont cambriolé. Et ceux qu'ils ont cambriolé traversent au Rwanda. Vous allez entendre qu'ils ont tué. Hier, vous avez vu une vidéo des jeunes qu'on a rencontrés en route. Ils les ont arrêtés, ils les ont amenés dans les stades où ils les fouettaient sérieusement. Ils les fouettaient même au niveau de la tête. C'était une réalité. On a cru que c'était une image. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. En regardant, moi je suis de Goma, je connais presque tous les coins de la ville de Goma. Et la vidéo là a été filmée par quelqu'un qui était à l'étage, puisque ces jeunes-là, ils les ont amenés dans les stades de l'unité à l'Instigo. C'est là où il y a les stades de l'unité, devant le commissariat provincial de la police. Et c'est ainsi qu'une personne de bonne foi, par derrière, a filmé la vidéo là où on torturait les jeunes. Donc c'est une vraie vidéo où les jeunes sont torturés. Donc je crois que cette vidéo illustre... On va montrer cette vidéo-là, comment est-ce que les jeunes sont... en train d'être torturés par l'armée rwandaise dans les stades de l'unité. Donc cette vidéo illustre normalement la vie que mène aujourd'hui la population congolaise dans la ville de Goma. À part dire les viols que subissent les filles et les viols que subissent les femmes, mais cette vidéo, je crois, devrait faire comprendre l'humanité en général, comment est-ce que vivent les gens. Non seulement ça, ça ne fait pas des semaines, mais 3 jours plus tôt, qui venaient d'abattre encore 3 autres jeunes. À Keshero, à Ndosso, mais également à Madjengo, ils ont abattu des jeunes qui n'ont rien commis comme faute, monsieur le journaliste. Donc aujourd'hui, le Rwanda ne cesse d'accomplir son plan et sa mission exactement d'exterminer la population congolaise, majoritairement les jeunes, puisqu'ils savent que ces jeunes, c'est leur épine dans leurs pieds.
Mais et la question que beaucoup de gens se posent, vous avez dit le stade est en face du commissariat provincial de la police. Mais est-ce que cette police-là existe? Est-ce que cette police-là travaille? La police congolaise n'existe plus à Goma. C'est la police rwandaise aujourd'hui qui est dans la ville de Goma. Mais alors, comment voulez-vous que la police rwandaise puisse intervenir là où il y a les militaires rwandais? Elles ne peuvent qu'observer, voyez-vous. Ils ont occupé toutes les maisons de l'État. Comme vous le savez, la police appartient à l'État congolais. Et c'est eux qui sont au niveau de l'inspection provinciale de la police, monsieur le journaliste. Mais pourquoi aujourd'hui, ces jeunes-là, ils il faut quand même du show. Pourquoi ces jeunes-là aujourd'hui ne réagissent pas plus qu'à Bukavu? Nous avons quand même vu une ville morte. Les gens ont manifesté pour dire non. Mais pourquoi est-ce qu'à Goma ça ne se fait pas? Vous savez, Goma c'est une ville différente d'autres villes. Donc Goma c'est comme un peu ailleurs, voyez-vous. Donc nous pensons le faire exactement, mais il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de paramètres qui doivent être réunis pour que les jeunes puissent se soulever comme il le faut. Mais également, ce que nous avions vécu à Goma, Bukavu n'ont pas vécu ça. Imaginez à Goma, en date du 27, lorsqu'ils avaient pris la ville de Goma, ils ont tué les gens, plus de 1000 personnes, en les laissant dans la route comme ça. Quel est l'objectif de tuer les gens et les laisser sur la route? C'est une pression de faire terreur, de faire montrer aux gens que si tu te soulèves, on va te tuer également. Quand vous voyez les Rwandais laisser les cadavres déjà sur la route, c'est pour mettre pression de telle ou telle autre manière à la population. C'est pour vous intimider, chose qui n'a pas été faite à Bukavu, voyez-vous. Donc, à Goma, c'est difficile que les gens se soulèvent actuellement par le fait que ils gouvernent par terreur, ils gouvernent par criminalité, ils gouvernent en tuant les civils, voyez-vous. Mais je pense que, puisque je sais qu'ils nous suivent aussi également, mais je ne dévoile pas ce que pense la jeunesse. Mais ce que vous devez savoir est que les jeunes de Goma ne croisent pas les bras. Les jeunes de Goma réfléchissent sur des méthodes et des stratégies qu'il nous faut mettre en place. C'est pourquoi je vous ai dit que la jeunesse de Goma n'est pas comme la jeunesse d'ailleurs. C'est une jeunesse tellement exceptionnelle, résiliente, mais également c'est une jeunesse qui... nous avons beaucoup de méthodes dont nous utilisons. Et je pense que dans les jours à venir, les méthodes seront vues au vu et aux yeux de tout le monde. Alors, on continue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à une libération de cette ville de Goma? C'est fort possible, hein? C'est fort possible. On ne désespère pas. On ne désespère pas, mais nous devons comprendre ceux qui sont à l'extérieur, c'est eux qui doivent aider à libérer ceux qui sont sous l'emprise des extrémistes rwandais 1-23 LDF. Donc, la libération de Goma ne dépend que de vous, que de moi, que de tout le monde. Donc, la population de Goma n'attend que la libération. Et je crois qu'ils se préparent à ça. Et nous autres, nous devons nous préparer exactement, concomitamment, comme eux aussi se préparent. Donc, jusque-là, rien n'est perdu. Gardons toujours espoir. Je suis sûr et certain que nous n'avons pas oublié nos compatriotes, ceux-là qui sont encore dans la ville de Goma. Et je remercie d'abord la résistance de ceux-là à qui ont résisté. Ils ont dit niet, on ne peut pas laisser nos biens, puisque lorsque les Rwandais volent, ils amènent ça au Rwanda. Ils racontent quelqu'un en route avec son véhicule, soit il les tue, ou bien il ravit le véhicule et le véhicule traverse au Rwanda. Mais quand même, certains ont dit, on ne quitte pas la ville, on résiste dans la ville, ça dépend également des degrés. Donc vous comprenez de quoi je voulais dire. Mais quand même, je dis à nos amis, et que résistez toujours, votre libération est un fait proche. Après Goma, le M23, l'armée rwandaise occupe aujourd'hui la ville de Bukavu, malgré qu'il y a des Ouazalou qui s'approchent. Nous allons aussi parler de cela. Est-ce que cette population-là de Bukavu se sent à l'aise aujourd'hui? Est-ce que cette population-là de Bukavu est prise en charge par l'État congolais, bien considérée quand même par l'État congolais? Quelle est l'attitude ou l'atmosphère que traverse la population de Bukavu? Aujourd'hui, hier, je parlais même avec les collègues de Bukavu, certains qui sont ici et d'autres qui sont toujours à Bukavu. Vous devez comprendre qu'aucune personne normalement sérieuse peut être à l'aise lorsque sa ville ou bien sa maison a été attaquée par les étrangers. Donc la population de Bukavu se sent également traumatisée comme la population de Goma. Quoi qu'il peut y avoir une différence de traumatisme, vu les événements que les gens ont subis, mais tous nous sommes
traumatisés de la même manière, monsieur le journaliste. Donc, nos compatriotes de Bukavu ne sont pas aussi à l'aise. Alors, me demander si l'État leur considère, je crois que l'État considère tout le monde. Parce que si l'État ne les considérait pas, il ne devrait pas se malmener comme l'autorité se malmène pour voir si on peut restaurer la paix sur l'étendue nationale, mais également la paix sur l'intégrité territoriale. Donc moi je pense, à mon humble avis, que les autorités se malmènent par le fait qu'ils se rappellent de nos compatriotes sous emprise, des agresseurs rwandais, RDF 123, qui sont à Goma, qui sont à Bukavu également. Quelle est la situation actuelle? Est-ce que Goma, Bukavu est sous menace de Wazalendo? Est-ce que les Wazalendo sont déjà dedans ou quelle est la situation actuelle? Je ne dirais pas sous menace, mais quelqu'un qui rentre chez lui, tu peux dire qu'il veut menacer. Non, nous devons nous battre pour libérer l'intégrité de notre territoire. Donc moi je pense qu'il n'est pas question d'être sous menace, puisque la population de Bukavu n'entend que la libération de leurs jeunes, de leurs frères, de leurs petits-fils et de leurs pères, voyez-vous. Donc, je crois que ce n'est pas une menace contre la ville, c'est plutôt un chemin de la paix que les gens veulent amener à Bukavu. Exactement. Les Wazalendo se malmènent, ils se mobilisent pour voir si on peut libérer la population de Bukavu sous l'emprise des terroristes rwandais 123 RDF. Et je crois que la population, ils préparent les tapis qui vont qui vont étaler à leurs jeunes qui vont venir les libérer. Donc je crois que la libération de Bukavu ne peut plus tarder. C'est une question qui peut se faire dans les jours à venir. On n'étale pas les secrets normalement, comme vous le savez, mais je crois que l'entente de la population de Bukavu et ce qui les rendra heureuses, c'est de voir leurs jeunes venir les libérer. Pour répondre, s'ils sont à Bukavu, je peux dire, je ne saurais pas comment te répondre par le fait que lorsque quelqu'un est à ta porte, ça veut dire qu'il est même dans votre salon, ça veut dire qu'il est dans votre cuisine, ça veut dire qu'il est dans votre chambre. Voyez-vous. Donc, je crois que Bukavu, c'est pour ces jeunes Wazalendo et ils ont le droit d'être partout là où ils veulent pour libérer leurs frères, pour libérer leurs grands-pères, pour libérer leurs grands-mères, pour libérer leurs petites sœurs. Est-ce qu'ils ont une mémoire, la mémoire aux élites pour faire face à l'armée rwandaise qui est dedans? Non, vous devez comprendre. La population a de comprendre aussi la motivation. Au-delà de tout, on se connaît quand même. On connaît quel est le mode opératoire de l'armée rwandaise, puisque comme je le disais, Kabila, il faut voir comment est-ce qu'il marchait quand même avec vitesse. Mais aujourd'hui, où est cette armée qui marchait avec vitesse? Nous allons dans les 4 ans nous allons dans les 4 ans d'ailleurs, depuis qu'ils avaient lancé l'offensive ou bien l'agression contre la RDC, mais dans les 4 ans, ils n'ont pas pu arriver à Kinshasa, voyez-vous. Donc, nos jeunes, ils ont défait cette armée depuis retour jusqu'à là où ils sont aujourd'hui, mais il faut comprendre que la résistance qu'ils ont toujours rencontrée en route, voyez-vous. Et à l'époque, tout le monde ne se mobilisait pas. Mais aujourd'hui, avec la mobilisation générale, dont la jeunesse a accepté de prendre à bras les cornes, je crois que la morale de la jeunesse est tellement au zénith et ils sont déterminés à foutre l'ennemi dehors. Vous avez parlé ici de la motivation, la façon dont le M23 aujourd'hui est un peu essoufflé. Cet essoufflement-là est dû à quoi? Est-ce seulement le jeune ou il y a aussi la diplomatie qui est agissante? Vous savez, la guerre se mène sur plusieurs fronts, comme si on peut parler du courant de la rue, comme les gens disent. C'est sur le plan militaire, c'est sur le plan diplomatique, mais également la pression populaire, voyez-vous. Et je crois que sur tout ce plan, ça marche de pair. Il y a quand même une pression diplomatique sur Kigali, puisque comme vous le savez, Kigali c'est les patrons de Nanga et les autres. Mais il y a également une pression populaire contre les petits pantins, les 123 et les autres qui sont sur le terrain, puisque la population a refusé de cohabiter avec eux. Il y a également nos militaires qui sont aux alentours, de Goma, de Bukavu, ils sont partout, voyez-vous. C'est pourquoi moi je pense que cet essoufflement n'est pas dit seulement à la pression populaire, moins encore militaire, moins encore diplomatique, mais cet essoufflement est dit à la détermination et la conjugaison des efforts de ces 3 points que je venais d'énumérer.
Que faut-il faire aujourd'hui pour ramener réellement la paix dans la partie Est, Goma, Bukavu? Et puis je sais que vous allez enchaîner peut-être les deux questions à la fois. Vous avez suivi la délégation congolaise qui est encore en Angola. Attendez la délégation rwandaise de M23 pour discuter sur la situation sécuritaire. Mais cette dernière a refusé de répondre à cette invitation. Quelle est votre analyse par rapport à cela? Moi, je pense ce qu'il faut faire pour que la paix puisse venir. J'ai toujours répondu à cette question. Je reste. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix à tout prix, mais nous ne voulons pas n'importe quelle paix, messieurs les journalistes. Donc nous ne voulons pas une paix qui sera négociée pour que demain ou après-demain, qu'il puisse encore revenir. Il y a plus de 20 ans, depuis qu'on a été à Sun City, on a négocié la paix, mais ce sont ces mêmes personnes, messieurs les journalistes. On a été avec eux dans Manileo à Goma en 2009, mais ces mêmes gens reviennent toujours. On a été en 2013 toujours avec ces mêmes gens, mais ils reviennent toujours. Donc l'unique moyen, il y a beaucoup de points pour que l'RDC puisse avoir une paix durable une fois pour toutes. Je n'écarte pas les histoires de dialogue puisque la guerre c'est tout à fait normal que les gens dialoguent, mais vous allez dialoguer sur quoi? C'est l'opportunité de dialogue, mais également c'est les questions autour desquelles les gens vont discuter. C'est ce qui importe. Est-ce qu'on n'a jamais discuté autour des questions autour on discute aujourd'hui? Est-ce que ça valait la peine que les gens se rencontrent? Est-ce que c'est tellement important au stade actuel, voyez-vous? Donc moi je pense pour que la paix puisse revenir chez nous, il nous faut doter les FARDC de tout ce qu'il faut. Donc il nous faut avoir une armée dissuasive, il nous faut que la population également puisse comprendre que nous n'avons que le Congo comme pays et que nous devons le défendre, voyez-vous. Donc, pour que la paix puisse revenir, il y a beaucoup de facteurs, mais le facteur majeur, c'est la prise de la conscience, mais également, c'est la dotation, l'amélioration des conditions de travail des forces de défense et de sécurité de la RDC. La politique doit jouer son rôle, la population jouera également son rôle, mais aussi, nous devons bien comprendre que les autorités doivent mieux voir normalement quelle est la bonne brèche qu'il faut suivre pour que la paix puisse revenir. Je vous ai posé une seconde question par rapport au refus de M23 de participer au dialogue ou à la rencontre avec la délégation congolaise. Votre analyse, est-ce qu'ils ont réagi de la même façon que Kagame lors du rendez-vous marqué du 15 décembre? Alors, avant d'abord de répondre sur ça, je voulais également dire aussi quelque chose pour que la paix puisse revenir. Nous devons voir qu'est-ce qui est d'abord à la base de l'insécurité de la RDC. Qu'est-ce qui est à la base de cette guerre de la RDC. Nous devons quand même nous-mêmes mettre en cause quand même certaines de nos erreurs depuis 30 ans après. Qu'est-ce que nous avions fait de cette guerre dont nous avons toujours été victimes? Avons-nous exploité les opportunités de cette guerre? Est-ce que nous avions vu les inopportunités? Est-ce que nous avions su comprendre pourquoi il y a cette guerre? Lorsque nous allons comprendre c'est là, le pourquoi il y a la guerre, c'est là où nous allons savoir ce qu'il faut faire pour que la paix puisse venir. Donc c'est un grand chapitre. Ce que je n'ai donné, ce ne sont que des prémices. Mais je crois qu'il y a autant de détails autour desquels nous devons quand même revenir. Mais aussi pour répondre à la question des 23, s'ils ont refusé, de répondre comme Kagame a refusé également de répondre, mais je vais vous dire qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas à dire et la personne qui est à dire c'est Kagame. Et c'est ainsi que vous avez vu que le chef de l'État, il s'est rencontré avec son homologue rwandais. Au-delà de ce qu'également le chef de l'État disait qu'ils vont se rencontrer au paradis, autour de ça, ce ne sont que des discours tellement politiques. Mais quand même, on a compris que les 1-23 n'avaient pas à dire et il fallait que c'est leur chef qui puisse rencontrer le premier citoyen congolais. C'est ainsi que vous avez vu leur patron Kagame et le premier citoyen de la RDC, ils se sont rencontrés pour parler de la situation de l'Est, mais également comment éradiquer une fois pour toutes les 1-23. Plutôt, moi je pense qu'il nous faut continuer à mûrir le plan de l'après-guerre de la RDC. Parce que nous craignons que Kagame puisse se retirer et qu'il y ait des mécontentements entre l'RDF et l'armée
donc entre l'armée rwandaise et ces petits soi-disant M23, et c'est mes attentes qu'ils puissent encore nous créer d'autres problèmes, voyez-vous. Moi, je crois qu'il y a des stratèges qui réfléchissent autour de ça et ils vont proposer peut-être à la République à ce qu'ils ont eu comme réflexion. Donc vous saluez la rencontre de Félix Tshisekedi et Paul Kagame au moment où il y a d'autres personnes qui pensent qu'il ne fallait pas qu'ils se rencontrent. Félix Tshisekedi devait seulement faire la guerre, pas négocier avec Kagame. Vous savez, à l'heure où je vous dis d'abord, chez nous il y a la guerre, ils sont à 61 km de Walikale, il y a la guerre, mais également l'ennemi tente d'aller vers Kisangani. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, la guerre a beaucoup de dimensions. La guerre a les fronts diplomatiques, les fronts militaires, les fronts populaires également. Alors, si Kagame et Félix se sont rencontrés, j'ose croire qu'ils ont discuté de la situation de l'Est, mais il faut savoir ceux qui disent qu'ils ne font pas dialoguer, ceux qui disent qu'il faut dialoguer. Je crois que tout le monde a sa position autour de ça, et je crois que tout le monde a sa pensée autour de ça, mais moi personnellement, moi comme Espoir Aspirine Mouinouka, je pense que les rencontres ne veut pas dire nécessairement que la RDC a cédé. Et ne veut pas dire nécessairement que nous allons renoncer à notre pression militaire. Je l'ai dit que l'armée doit jouer son rôle, la politique son rôle et la diplomatie, mais également la population son rôle. Donc c'est à tout le monde d'être meilleur dans son secteur. Merci beaucoup. On continue cette émission, Monsieur Espoir Aspirine. Je préfère vous appeler comme ça. Donc, on continue avec cette émission. Alors, aujourd'hui, il y a ceux qui ont voulu d'abord, avant peut-être la rencontre Félix Tshisekedi, qui est dialogue tel que prône Senko et l'ECC. Et d'ailleurs, je vous annonce qu'aujourd'hui, là, c'est mercredi, en cet instant où nous réalisons cette émission, les évêques de la Senko et l'ECC sont reçus par Emmanuel Macron. Maintenant là, c'est cette information-là que je viens de recevoir. Le président français Emmanuel Macron est en discussion avec les évêques de la Senko, pacte social. Ils sont en train de discuter sur la situation sécuritaire à l'Est, l'opportunité du dialogue. Donc, chers compatriotes, comprenez que les évêques n'ont pas lâché. Ils continuent, puisque pour eux, il faut ce dialogue-là pour la paix dans la partie Est. Avec Macron, ils discutent, comme j'ai discuté avec le président Ruto du Kenya. Ils ont fait ça avec le président Paul Kagame du Rwanda, avec le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, maintenant là, ils sont reçus par Emmanuel Macron. Alors, je reviens vers vous, notre invité. Est-ce que c'est important que les évêques continuent avec ces démarches après le cessez de fait inconditionnel décrété après la rencontre de Félix Tshisekedi et Paul Kagame? Est-ce que les évêques ont encore le droit de continuer avec cette démarche pour amener la population à un dialogue? En fait, vous savez, je voulais d'abord dire sur cette histoire de cessez-le-feu avant de répondre sur la question de la cessez-le-feu conditionnel. Alors, mais ce cessez-le-feu pour nous, c'est un verbe conjugué à tout le temps. C'est devenu un discours qui nous disent cessez-le-feu depuis Bunagana jusqu'à là où l'ennemi est contré toujours par la population. Ils disent toujours le cessez-le-feu, mais des cessez-le-feu qui n'ont jamais produit, monsieur les journalistes. Donc, nous, personnellement, ne croyons pas à cette histoire de cessez-le-feu. On voulait plutôt entendre retrait des troupes rwandaises sur les sols congolais, mais également retrait des troupes AFC M23 de notre territoire. C'est ça le discours que nous voulons entendre. Pas question de et le cessez-le-feu ne nous concerne pas. Donc, à l'heure où je vous dis Kawalikale, vers Kembe, ils se battent, monsieur les journalistes. Ils sont en train de s'affronter contre la force spéciale venue du Rwanda, voyez-vous, et qui veulent percer dans les Walikale. La population, les Wazalendo, les militaires, ils s'opposent à leur percer. Et puis vous allez nous dire, cessez-le-feu tant que notre territoire continue à être agressé par les Rwandais, voyez-vous. Donc, ce sont leurs histoires. Si vous revenez maintenant sur la question de nos politiciens en robe ou bien
nos amis prélats catholiques, y compris même... Ils ne font pas la politique. Non, ils jouent ça c'est de la politique, monsieur le journaliste. Malheureusement, qu'ils ont pris la politique d'une autre manière, ils sont allés au-delà de la dimension de l'imaginaire, puisque on est d'accord avec tout ce qui doit nous amener la paix, c'est tout à fait normal, mais on n'est pas d'accord avec une paix mal négociée. Et lorsqu'ils sont en train de suivre les Français à travers leur Macron, les Rwandais à travers Kagame, les belligérants, les AFC, les autres qui sont les Sassou Nguesso et les autres. Moi, je pense qu'ils ne sont pas en train de jouer normalement à leur rôle comme il fallait. Ils parlent que c'est un problème entre Congolais. Mais si c'est entre Congolais, pourquoi suivre Macron? Est-ce que c'est Macron qui va décider sur les Congolais? Pourquoi suivre Kagame? Est-ce que Kagame va décider sur les Congolais? Donc moi je pense que l'initiative qu'ils ont entreprise, c'est une bonne chose, mais ils sont en train de taper à gauche de ce qu'ils devraient faire. Donc l'idée est bonne, mais la manière de faire l'idée, d'exécuter l'idée qu'ils sont en train de mettre en place, c'est qui n'est pas bonne. Vous savez, l'Église catholique, depuis la nuit des temps, a toujours travaillé contre la République démocratique du Congo, depuis l'époque coloniale. Comment ça? Mais oui, c'est eux qui nous trompaient. Ils nous trompaient. Si nos grands-pères... L'Église catholique a toujours travaillé contre... Exactement. Contre notre pays. Exactement. Excusez, tout n'est pas mauvais. Il y a quand même, ils ont quelques mérites. Mais si vous regardez, 90% de ce qu'ils ont fait, ils ont endormi la population congolaise. Ils n'ont pas pu faire leur mission comme il fallait. Puisqu'il revient à l'Église également d'éveiller la conscience massive de la population. Mais qu'est-ce qu'a fait de notre conscience cette Église catholique? Mais ce que nous sommes aujourd'hui, l'Église catholique a contribué à 90%. C'est eux qui détiennent les écoles. Tentez aujourd'hui, allez-y à l'école et voir les cours d'éducation civique à combien de temps. Et la religion, même à des universités, ils enseignent Maman Maria. Ils enseignent Jésus-Christ même à l'église. Qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît pas Maman Marie. Mais pour eux, ils ont pris ça comme priorité, uniquement que pour nous maintenir en veilleuse, monsieur le journaliste. Donc moi, je pense que l'église catholique n'a pas bien travaillé pour l'intérêt de la population. Et je ne crois pas que c'est aujourd'hui qu'ils vont maintenant se lever pour travailler à l'intérêt de la... Donatien Chole dit toujours que l'église catholique est aux côtés de la population, aux côtés des faibles, c'est ça les termes, hein, aux côtés de la population des faibles, et il défend toujours la nation. Lorsqu'il parle aux côtés des faibles, mais chez moi à Goma, j'ai perdu plus de 8000 compatriotes à Goma. Avez-vous un jour entendu la Senko dit condamner ce crime dont les Rwandais ont commis à Goma? Non. Donc ils sont également à la quête de leurs intérêts. Si ce n'était pas les intérêts catholiques et protestants qu'ils veulent protéger, ils devraient normalement voir qu'est-ce qui manque au Congo pour que nous puissions avoir cette paix. Et ce n'est pas puisque nous sommes dans la guerre que vous allez venir, mais la guerre s'est préparée, ils en étaient au courant. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que nous ne puissions pas arriver là où nous sommes aujourd'hui? Moi, je pense que ils sont venus, c'est comme un médecin qui vient après la mort, qui se proclame que je suis aujourd'hui médecin. Mais quand même, on les encourage dans leurs initiatives, sauf qu'il faut voir, il faut savoir que la souveraineté de la RDC ne sera jamais hypothéquée au nom d'une paix, au nom d'une paix que nous pensons être une paix mascarade. Félix Tshisekedi n'en fait pas. Apparemment, aujourd'hui, là, il y a un gouvernement en gestation. Il y a ceux qui pensent que l'initiative des évêques de la Senko est suicidaire pour la nation. Vrai ou faux? La création d'un nouveau gouvernement, les démarches de la Senko. Mais je pense d'abord que ce gouvernement fait partie des gouvernements les plus médiocres que le Congo n'a jamais connus. Le gouvernement... Exactement. Mais oui. Dans ce gouvernement, il n'y a que des ministres. Il y a celui il y a celui de l'administration publique, mais également la dame des affaires extérieures. Mais nous n'avons pas un premier ministre, c'est le journaliste. Exactement. Je n'ai jamais. Mais est-ce qu'on peut dire que notre premier ministre travaille comme il fallait? Faux archi faux. Elle ne travaille pas. Elle ne se comporte pas comme une première ministre d'un pays en guerre. Elle qui a lancé l'opération Congolais Téléma. Vous n'avez pas vu comment... Savez-vous, le Congo gaspille des millions et des millions dans cette histoire de campagne. On a lancé Congolais Téléma. Ça produit quoi? On a lancé, je ne sais pas, tous pour la République. On a lancé... Donc,
ce sont des histoires. Nous avons des ministres aujourd'hui qui ne savent pas normalement voir nous sommes dans quelle situation. Nous avons des ministres qu'il faut que se créent des opportunités seulement, mais qui ne réfléchissent pas sur le Congo. Moi, je pense qu'il fallait tout mettre dehors et créer d'autres ministres. Je vois Bemba aujourd'hui, au lieu de s'occuper de ce qu'il fallait faire, il s'occupe aujourd'hui de la mobilisation. Mais nous avons celui de la défense. Mais cherche à aider peut-être. Dormeur de son état. Mais nous voyons quand même qu'il est ministre de la défense. Bemba ne devrait s'occuper que de ce qui revient de ses compétences, monsieur le journaliste. Donc, ce gouvernement, moi je pense, c'est un gouvernement qu'il faut balayer et amener quand même des personnes dignes, des personnes qui savent qu'est-ce qu'il faut faire. C'est le cas de... Il faut maintenir les deux ministres seulement. Les autres sont des populistes. Le ministre de la Justice, lui aussi doit partir. Non, c'est un populiste, c'est notre jeune frère, le ministre Constant Moutamba. Nous saluons quand même son courage, puisqu'il s'est fait marquer. Mais au-delà, nous, on pensait qu'il fallait qu'il y ait des réformes au niveau de la justice. Mais est-ce que nous voyons aujourd'hui des réformes? Qu'est-ce qu'on peut dire comme réforme aujourd'hui? La création des États généraux. Et qu'est-ce que ça produit? Donc, je crois qu'il fallait qu'il y ait tellement de réformes palpables, puisque la RDC souffre, et comme vous le savez, c'est la justice qui devrait diagnostiquer normalement les sérieux problèmes et y porter des remèdes. La justice élève une nation, mais chez nous, bon, admettons d'abord, partons de cette manière comme ils veulent que nous puissions aller, mais je crois que le ministre Constant Moutamba n'a pas mieux travaillé sur la justice comme les gens attendaient. Il faut être fou pour dire que rien n'a été fait. Il y a quelque chose quand même qui a déjà été fait, mais jusque-là, nous ne voyons pas encore les choses qui avaient poussé à la population, surtout à la jeunesse, d'applaudir à la nomination de M. Constant Moutamba. Donc pour vous, aujourd'hui, il faut changer tout ce gouvernement. Oui. La première ministre doit partir. Exact. On reste avec deux ministres. Deux ministres, la dame Kaikwamba et monsieur, celui de Liaou, exactement. C'est fini, les deux ministres. Les autres, doivent aller se reposer. Exactement. Et Jean-Pierre Bemba est revenu au niveau de la défense. Bon, on regarde, d'ailleurs, il joue des ministères, il travaille pour des ministères à la fois. Il travaille pour des ministères. Est-ce qu'il va revenir à la défense ou bien confirmer à la défense? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, moi je pense que ça revient au premier citoyen de bien voir. Mais Bemba était encore à la défense. Qu'est-ce qu'il avait fait quand il était à la défense? C'est vous et moi de se poser de questions. Je crois qu'il fallait changer ces trentenaires et amener d'autres personnes. Dans ce pays, il y a d'autres personnes qui réfléchissent mieux. Il y a d'autres personnes qui savent normalement les sérieux problèmes. Il y a des personnes qui ont des plans pour ce pays. Je pense que le chef de l'État ne devrait pas seulement voir ces mêmes gens. Il y a d'autres qui peuvent faire mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Alors, nous allons parler de sorties médiatiques de Joseph Kabila Kabange. Il en a fait plusieurs. Hier, il a fait encore d'autres sorties médiatiques. Comment est-ce que vous analysez les sorties médiatiques de Joseph Kabila Kabange qui critique l'actuel régime, qui pense que l'actuel régime est incapable de sécuriser la population, l'actuel régime installe la dictature, et Joseph Kabila s'est dit prêt même à aider la population pour restaurer la paix dans la partie Est. Quelle est votre analyse? Moi, j'ai suivi Kabila dire que dans ses 18 ans, quand même, c'était la calmie totale c'était calme, de la République. Même si c'était pas 100%. Même si c'était pas 100%, je pense qu'il devrait dire même si ce n'était pas à 10%. Je crois que c'est ce qu'il devrait dire. Puisque tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est les fautes et erreurs de Kabila. C'est lui qui nous a mené tout ça. C'est pas la faute de ceux qui gèrent aujourd'hui. C'est Kabila. Ce ne sont que des victimes, ceux qui gèrent aujourd'hui. Malheureusement, qui se sont également mal entourés, mais quand même, ce sont des victimes. Puisque Félix était victime d'un système, Kabila était également victime d'un système, mais un système que lui a accepté de nourrir. Donc c'est quelqu'un qu'on amène un dragon, il accepte d'allaiter ce dragon, et ce dragon, des mois après, va finir par le brûler. C'est comme ça qu'a été Kabila. Kabila était venu quand il y avait un système déjà installé, mais Kabila n'a pas pu si combattre ce système. Il a accepté de continuer avec ce système. Il a aidé à grandir ce système, voyez-vous. Donc moi, je pense que Kabila n'a pas de leçon à donner, surtout lorsqu'il s'agit de la stabilité de la nation. D'ailleurs, moi, je pense, comme tant d'autres citoyens, Kabila était mieux quand il
quand il était silencieux. Mais nous avons fini par comprendre que le pays n'était pas géré pendant ces 18 ans. Si c'est lui réellement qui gérait le Congo, donc moi je peux mieux gérer le Congo que quiconque. Voyez-vous? Donc la sortie qu'a fait M. Kabila nous a montré qu'il est nul. Nous a montré que... a étalé ses insuffisances. Exactement. Donc il a étalé ses insuffisances, non seulement sur le plan communicationnel, mais aussi sa réflexion. Voyez-vous, donc il nous a montré que réellement, il est nul en matière de réflexion. Si c'est lui qui gérait le Congo pendant les 18 ans, je comprends que je peux mieux gérer le Congo que quiconque. Donc Kabila aujourd'hui n'a pas de leçons à donner à Kabila n'a pas de leçons à nous donner, même pas aux fœtus dans le ventre de nos mamans à l'hôpital. Aujourd'hui, après cette guerre, parce que nous savons qu'il y aurait, la RDC va quand même gagner cette guerre, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce genre de choses ne reviennent plus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse plus avoir le CNDP2, le 1.23.5, de trucs pareils? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça ce que je vous ai dit, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que nous avions fait d'abord de la guerre dont nous avions été victimes dans les 30 ans passés? Qu'est-ce qu'on a fait de cette guerre? Est-ce qu'on a si étudié? Est-ce qu'on a si voir que cette guerre était venue à cause de ça et ça et ça et ça et ça? Est-ce qu'on a tiré de leçons de l'histoire de la région des Grands Lacs? Est-ce qu'on a compris ce qui est arrivé à nos amis Hutus au Rwanda chez eux? Est-ce qu'on a compris ce que la région est devenue 30 ans après? Voyez-vous, donc, moi je pense que cette question, c'est une question que nous lançons même également à nos téléspectateurs. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour que les Congos ne puissent plus vivre ce que nous venons de vivre 30 ans passés? Si vous regardez très bien, chaque 10 ans après, chaque 5 ans après, il y a création de telle ou telle autre vague, voyez-vous. Par le fait que, d'ailleurs, je rentre en arrière, en 2016, M. Kabila voulait s'éterniser au pouvoir, voyez-vous. Allez-y voir ce que ça a créé. Ça a créé des frustrations. Les John Chibangu ont créé leur mouvement, je ne sais pas les qui autres. Donc, chaque 5 à 10 ans, il y a un problème. Nous devons comprendre, est-ce que cette guerre est seulement d'ordre politique? Est-ce que cette guerre est seulement d'ordre économique? Est-ce que cette guerre est seulement d'ordre expansionniste, comme le veut le Rwanda? Et aussi, nous devons nous poser des questions qui nous combattent. Est-ce que ce sont les fils du Congo entre eux qui se battent? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Nous devons comprendre. Nous devons accepter d'avoir l'état d'étudier notre histoire. Voyez-vous, quand vous êtes venus à travers où? À travers le Rwanda. Quand les 1-23 RCD étaient venus, c'est qui? C'est le Rwanda. Les 1-23, c'est qui? C'est le Rwanda. Les 1-23B, c'est le Rwanda. Tout ce que nous avions déjà vécu, ça doit normalement nous inspirer. Donc, moi, je crois que ce n'est pas la dernière émission, mais nous lançons également ces défis à nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour que la guerre puisse finir? Donc, ils nous envoient des messages. Exactement. Voilà. Nous ne devons pas être comme les dirigeants qui ne veulent pas faire participer à la population. Nous devons également faire participer nos téléspectateurs dans ces émissions. Comme je l'ai dit, nous avons des personnes qui réfléchissent mieux que nous. Nous avons des personnes qui savent les sérieux problèmes de ces pays. Et nous voulons également qu'ils puissent également contribuer sur cette question. Un grand merci à vous, mot de la fin, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Oui, ce que je vais dire est que, comme je l'ai dit, nous remercions toujours ceux-là qui continuent de nous, qui ne cessent de nous assister ici à Kinshasa. Ça ne vaut pas la peine de citer leurs noms, mais également, nous demandons toujours aux autres, si c'est possible, qu'ils puissent toujours appuyer comme d'habitude. Aussi, s'il faut parler de la situation sécuritaire, c'est que nous vivons à l'Est, particulièrement à Goma et à Bukavu et ses environs, et qu'on ne puisse pas perdre espoir. Nous devons savoir que la nation finit par gagner, nous allons gagner et nous rentrerons chez nous. Les questions politiques, ça se discute, ça se joue la diplomatie, et également la question militaire, ça se joue. Nous n'appelons toujours qu'à la prise de la conscience nationale, que nous puissions comprendre que nous n'avons pas autre pays que la République démocratique du Congo. Donc, le Congo, c'est notre héritage commun et tous nous devons concourir pour que nous puissions la protéger depuis que l'homme blanc, les Belges, nous l'avaient légué et que depuis que nos ancêtres l'avaient laissée telle qu'elle était, et c'est de la même manière dont nous devons la laisser à nos enfants qui vont venir. Sauf que il est demandé que tous nous puissions concourir.
Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est la fin de cette émission. Aimons le Congo, battons-nous pour protéger cet héritage, car c'est l'unique pays que nous avons. Un grand merci à vous, M. Sport. Merci. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Check. Bon, tu dis programme.